Bonjour, bienvenue à notre conférence Comment bien choisir son système mécanique de bâtiment ultra performant. Je suis Jean-Sébastien Duceppe, copropriétaire de l'entreprise Boursier Ventilation et nouvellement co-animateur du podcast qu'on va relâcher cette semaine, Au-delà des murs, le podcast du bâtiment ultra performant, avec mon collègue Philippe qui est dans la salle aujourd'hui. Alors, ça, j'imagine, je pèse là-dessus et ça avance. On va y aller analogique. Hop. Notre entreprise Boursier Ventilation travaille, je peux dire maintenant, exclusivement en bâtiment ultra performant. Quand on parle de bâtiment ultra performant, en réalité, on parle de tout bâtiment qui va s'inspirer fortement, en fait, plus que s'inspirer, passer à l'action au niveau des normes de construction ultra performantes, au niveau des labels comme Passive House, Net Zero Ready, LEED, LBC. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent LBC? C'est plutôt obscur. Alex, si j'imagine, tu te promènes aux États-Unis, tu en as entendu parler. LBC, ça tient pour Living Building Challenge. Selon moi, c'est l'avenir, mais c'est loin encore. D'après moi, c'est une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années. Ceci dit, que ce soit le nouveau climat ou n'importe quel bâtiment avec une conscience claire des principes fondamentaux que je vais élaborer un peu plus prochainement, c'est tout le même principe. On veut faire un bâtiment qui est ultra performant, dans lequel on va être vraiment confortable à vivre dedans, mais qui va être fiable, efficace énergétiquement. Donc, comment qu'on arrive en fait avec les bâtiments ultra performants, à construire un bâtiment ultra performant? Bien, il y a des piliers fondateurs, que ce soit n'importe quel des labels que j'ai nommés précédemment. On veut une méga isolation. Quand on dit une méga isolation, on parle de murs à peu près de cette épaisseur-là. Dans les plus grands bâtiments qu'on va voir, c'est ultra, ultra, ultra épais, super bien isolé. On veut avoir une fenestration adéquate et à triple vitrage. On ne veut rien en bas du triple vitrage. Je dis adéquate parce que souvent, dans les projets qu'on va voir, les gens vont vouloir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fenestration. On va se dire, regarde, moi j'ai un bâtiment performant, je peux me permettre la fenestration. Oui, mais attention, il y a des risques de surchauffe. Et le niveau adéquat au niveau de la fenestration, c'est qu'on va avoir une certaine quantité, exactement, faire attention, ce n'est pas un maximum, une certaine quantité de fenestration orientée favorablement par rapport au soleil. Et on n'en veut presque pas voir aucunement au nord. Parce qu'une fenêtre, même à triple vitrage, qui est ultra bien isolée, mais ça demeure que c'est un pont thermique. Là. La chaleur va pouvoir traverser. On pourrait avoir 4, 5, 6 vitres. On n'obtiendra jamais la même isolation, la même résistance à transférer la chaleur à l'extérieur qu'on aurait avec un mur, comme je vous disais tantôt, de cette épaisseur-là. Alors, ensuite de ça, je parlais de l'orientation du soleil favorable et réfléchie. Ce n'est pas toujours faisable de placer le bâtiment favorablement par rapport au soleil, selon les normes d'urbanisation. Ça l'est plus souvent qu'autrement, mais il y a des manières de s'adapter avec le bâtiment et le lot, en fait, qu'on a. Ceci dit, la réflexion, c'est de ne pas en mettre trop partout. C'est super, super important. Je m'en vais vers mes systèmes mécaniques, mais c'est la base, en fait, parce que les systèmes mécaniques, ça répond aux besoins énergétiques et aux besoins des ponts thermiques. Et la fenestration est un gros pont thermique. L'ultra-étanchéité. Donc, une des valeurs qu'on veut obtenir, c'est l'étanchéisation. Une des valeurs qu'on veut... Je recommence. Un des principes qu'on veut avoir... Non, ça se dit mal, ça. Une des choses qu'on veut obtenir, c'est un bâtiment qui est ultra étanche. On n'arrive jamais avec une étanchéité parfaite. Passive House, qui est quand même des normes, ou des labels, en fait, pour être plus juste, les plus exigeants, va demander 0,6 changements d'air à l'heure. Donc, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, 0,6 changements d'air à l'heure, sauf certaines personnes ici qui savent exactement de quoi je parle. C'est étanche. C'est ce qu'on appelle tight. C'est vraiment, vraiment, vraiment étanche. On n'y arrive pas de façon aléatoire. On va y arriver de façon bien réfléchie. Mais ce n'est pas si difficile que ça à faire. Il faut juste y penser. Il faut juste s'assurer de percer au minimum en fait son bâtiment et garder ça à l'esprit. Quand on dit un changement d'air à l'heure, en réalité, ce qu'on pense, c'est le bâtiment dans lequel vous vivez. Je dis bâtiment en passant, ce n'est pas exclusivement des maisons. On parle beaucoup de maisons passives, mais un bâtiment, tous ces principes-là s'appliquent autant en résidentiel, en commercial, institutionnel, industriel. C'est une boîte. Un bâtiment, en fait, c'est une boîte qu'on veut garder le plus résilient, la plus résiliente, en fait, par rapport à l'extérieur. Donc, je reviens avec mon bâtiment. Ultra étanche. 0,6 changement d'air à l'heure, ça veut dire que le volume de votre bâtiment, on veut renouveler l'air qui est à l'intérieur du bâtiment. Tout bâtiment n'est pas parfaitement étanche, donc il va avoir
un échange d'air naturel qui va se faire entre l'extérieur et l'intérieur. On veut ça au minimum. Il y était une époque où on pensait exactement l'inverse. Ce qu'on voulait avoir, c'est un bâtiment qui respire naturellement. C'est des principes qui se valent. Aujourd'hui, avec la technologie, on est capable d'obtenir des bâtiments qui sont vraiment, vraiment ultra étanches. Le système mécanique devient ultra important, surtout si on parle d'étanchéité. On va avoir un système mécanique adapté et bien installé. Je vais parler de l'importance d'installation. On va commencer par les systèmes mécaniques. Mais on s'entend que si on a un bâtiment qui est ultra étanche naturellement, ben c'est comme vivre dans un sac de plastique. Personne ne se mettrait un sac de plastique sur la tête en espérant respirer. Toutefois, on ne veut pas se promener à l'extérieur non plus sans aucune protection. Donc, les systèmes mécaniques deviennent super importants pour répondre en fait à l'ultra-étanchéité. Comment on fait ça? Ben, avec le fameux échangeur d'air. Donc, je vois, il y a plusieurs échangeurs d'air, plusieurs types d'échangeurs d'air, mais je vais parler un peu plus tard des choses que vous voyez sur le PowerPoint ici. Mais c'est quoi un échangeur d'air? À la base, un échangeur d'air, ben, ça le dit, ça échange l'air. Ça va prendre l'air de l'intérieur, ça va l'amener à l'extérieur, et simultanément, ça va prendre de l'air extérieur et ça va renouveler l'air qui est à l'intérieur. Bon, c'est beau, un échange d'air, on ne parle pas de récupération de chaleur, on ne parle pas de récupération d'énergie encore. Donc, les premiers échangeurs d'air, qui datent de quoi à peu près une trentaine d'années, grosso modo, c'est ce qu'ils faisaient, c'est une boîte à mélange. On prenait de l'air intérieur, on sortait à l'extérieur, on prenait de l'air de l'extérieur et on le rentrait à l'intérieur. Et là, on s'est dit, OK, c'est bien beau, mais on a de la chaleur qu'on sort à l'extérieur. Donc, on voudrait récupérer une partie de cette chaleur-là. Parce qu'un échangeur d'air, en fait, c'est comme une fenêtre qu'on va ouvrir de façon automatique selon nos besoins. Bien, si tu ouvres une fenêtre en plein hiver avec une tempête de neige, tu vas avoir la neige qui va rentrer à l'intérieur, tu ne veux pas ça. Donc, l'échangeur d'air devient ultra pertinent avec ça, dans cette situation-là. Donc, on s'est dit, ben, on va récupérer la chaleur. Donc, on va placer un système de récupération de chaleur. C'est un gros terme pour dire que c'est un noyau, qu'on rentre l'air qui sort, donc chaud, mettons qu'on est en hiver, pour réchauffer le noyau de récupération de chaleur, pour que l'air de l'extérieur qui rentre croise ce noyau de récupération de chaleur-là sans se mélanger et rentre à l'intérieur préchauffé avec la chaleur qui est sortie en réalité. C'est beau la chaleur, mais là, l'humidité, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est super important, l'humidité. Ben, on a développé à ce moment-là des équipements qui s'appellent des VRE pour ventilateurs récupérateurs d'énergie. Vous allez me dire, ouais, mais la chaleur, c'est de l'énergie. Oui, c'est vrai. Sauf que dans l'air ambiant, il y a deux types de chaleur, une chaleur sensible et une chaleur latente. Des gros termes techniques pour dire qu'il y a de la chaleur présente dans l'air, mais il y a de la chaleur aussi, l'énergie présente dans l'humidité. Donc, le VRE va avoir un mécanisme de récupération de chaleur et de l'humidité pour pouvoir récupérer un maximum d'énergie. Mais encore une fois, ce n'est pas 100% de l'énergie qui va être récupérée et ce n'est pas 100% de l'humidité qui va être récupérée et ce n'est pas un humidificateur non plus. On va parler de l'humidification un peu plus tard. Le troisième type d'échangeur d'air, c'est les échangeurs d'air thermodynamiques, comme le Minotaur, qui va utiliser un système de thermopompe. Ça te fait plaisir, Alex, hein? Qui va utiliser un système de thermopompe pour pouvoir récupérer la chaleur et en même temps pour pouvoir déshumidifier. J'ai fait un petit lapsus, ce n'est pas en même temps. En réalité, il va récupérer la chaleur en hiver et en été, il va pouvoir déshumidifier. Le principe est le même, c'est qu'on veut gérer l'air neuf qui rentre en le pré-traitant, c'est pas facile, trop d'air, en le traitant finalement à l'avance, avec une thermopompe plutôt qu'avec un système de récupération plus passif comme le VRC ou plus actif comme le VRE. Essentiellement, c'est une thermopompe qui va transférer la chaleur d'un côté à l'autre. Et pour déshumidifier, il n'y a pas 15 façons de faire ça. On doit passer l'air sur une surface froide, idéalement métallique, ça fonctionne mieux. Ben, en ayant une thermopompe, ça veut dire qu'il y a un côté froid. On passe l'air froid là-dessus, l'eau coule, et voilà, on rentre de l'air qui est préconditionné. Alors, c'est un système qui est très performant. Dans tous les cas, ce qu'on veut absolument avoir dans nos bâtiments ultra performants, c'est des échangeurs d'air à moteur ECM et débit constant. Donc, c'est un typo, vous comprenez, c'est un A débit constant. Alors, ECM, essentiellement, c'est une technologie de moteur qui va s'assurer que le moteur tourne exactement à la vitesse qu'on veut. Il va nous donner aussi une rétroaction pour dire, oui, je fonctionne vraiment à ce débit-là. Donc, beaucoup de techniques pour essentiellement retenir ça. Le moteur ECM à débit constant va vous assurer d'avoir exactement l'air que votre bâtiment a besoin quand vous lui demandez. Ce n'est pas tous les échangeurs d'air qui permettent ça. Donc, le Minotaur a ça. Il y a d'autres échangeurs d'air aussi, VRC, VRE,
qui offre ce type de technologie-là. Mais ça, pour votre échangeur d'air, vous voulez absolument avoir un moteur ACM à débit constant. Rien en bas de ça. Parce que votre 0.6 changement d'air à l'heure que je parlais tantôt, votre bâtiment est ultra étanche. Tous les appareils d'échange d'air ne sont pas égaux en ce sens que vous n'allez pas être toujours garanti de la quantité d'air que vous allez rentrer. ECM vous permet ça. Comme je disais tantôt, on veut 1/3 de changement d'air à l'heure. Le volume, donc essentiellement, une autre façon de le voir, c'est à tous les 3 heures, à toutes les 3 heures, on veut renouveler complètement notre air neuf. Bon, on a géré notre air neuf. La raison principale pourquoi au Québec ou en Amérique du Nord, on va vouloir faire des bâtiments ultra performants, ben, c'est l'économie de chauffage. Parce qu'on a la moitié de l'année qu'on est en chauffage, la moitié de l'année qui reste à peu près un été selon les années, ça va varier. Donc, la base du bâtiment performant, c'est de minimiser notre charge de chauffage. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille dans le bâtiment ultra performant et c'est assez simple aujourd'hui à faire. Ça prend le bon mindset, mais c'est assez facile d'obtenir des charges de chauffage très réduites pour un bâtiment. On y arrive. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est le cas. Ce qu'on veut, c'est environ 1,5 watts par pied carré. Donc, essentiellement, si vous avez une maison de 1000 pieds carrés sur un niveau, ça vous prendrait 1500 watts pour chauffer au plus froid de l'hiver. Pour vous donner une image claire, comment c'est peu, 1500 watts, il y a des plaintes électriques qui sont plus que ça. Donc, pour une maison complète de 1000 pieds carrés, on va y aller plus, mettons, 2000 pieds carrés, c'est 3000 watts. C'est 3 plaintes de chauffage pour le plus froid de l'hiver. C'est pas beaucoup. Puis sachez que c'est assez simple à faire. Dans un bâtiment performant, on va se dire, on bâtit une nouvelle maison, on veut avoir une maison qui est super confortable, on veut faire quelque chose de super étanche, on veut faire quelque chose de super bien isolé. Hey, mais j'aime pas ça, moi, marcher les pieds sur une surface froide. Je vais avoir du béton, des fois, on va voir ça, du béton poli par terre. Alors, on va mettre un plancher radiant. Mauvaise idée. Sauf si vous prenez le premier stage de votre plancher chauffant variable, et ce n'est pas toujours le cas. Donc, si dans... c'est moi qui fais ça? Je m'excuse. Donc, si dans votre projet de construction à venir, auquel vous pensez en ce moment, vous dites, moi, je veux y aller avec la tata, on va y aller avec le plancher chauffant, je ne vous le recommande pas. Vous n'aurez pas vraiment de besoin, parce que pour obtenir un bâtiment ultra performant, on veut à peu près ça, des pelles de styromousse en dessous de votre dalle. Donc, vous ne sentirez jamais le froid. Si jamais vous êtes vraiment frileux ou frileuse, oui au plancher chauffant, mais vraiment retenez que le premier stage de chauffage doit absolument être variable. À date, ce n'est pas pour faire un placement de produit. La seule compagnie au Québec que je connais qui fait ça, c'est les chauffe-eau Thermolec. Sinon, ce qui est plus répandu, je ne me souviens plus de la marque, le premier stage va être plus élevé que votre charge totale. Fait qu'une journée comme aujourd'hui, vous voulez juste avoir un petit peu de chauffage, là, ben, votre béton, là, ça ne chauffe pas de même. Là. Ça va prendre un certain temps avant que ça chauffe. Donc, par le temps que vous arriviez à obtenir la température désirée, mais là, vous ne voudrez plus de chauffage parce qu'il va faire 17-18 degrés dehors. Votre maison, avec un manteau épais comme ça, va déjà être chaude. Vous allez être vraiment inconfortable. Donc, résistez à l'envie du plancher radiant. Si vous voulez quand même. Dans les salles de bain, c'est super le fun. On place ça. Premier stage variable, super, super, super important. Donc, j'ai déjà introduit un peu l'inertie thermique du bâtiment. En fait, l'inertie, c'est la tendance à réagir qui est plus ou moins rapide. Dans le cas d'un bâtiment qui est ultra isolé, ça va emmagasiner la chaleur. Ça va prendre du temps. Il va y avoir un délai, en fait, entre le moment où vous sentirez la chaleur désirée et le moment que vous allez dire « OK, je veux chauffer ». Donc, attention à ça, c'est super, super, super important, surtout dans les entre-saisons, comme on vit en ce moment. Hier, c'était relativement chaud. Aujourd'hui, c'est frais et humide. Demain, je ne sais pas ce que ça va donner. Ben, c'est un printemps québécois assez classique. Donc, les entre-saisons sont les endroits les plus cruciaux, en fait, à bien réfléchir son système mécanique. Et le mot-clé ici est variable. On veut un maximum variable. Ce qu'on va voir dans certains types de bâtiments, c'est qu'on va utiliser un échangeur d'air thermodynamique comme le Minotaur, conjointement avec un plancher radiant, sauf qu'on va ajouter un serpentin électrique variable pour pouvoir contrer la petite charge de chauffage qu'on veut avoir instantanément, juste pour chauffer, juste donner le petit boost. Donc ça, c'est une des stratégies à réfléchir, à utiliser quand on fait la réflexion. Climatisation. Dans les 10 dernières années, s'il y a un élément qui a été le plus négligé dans les bâtiments ultra performants, c'est la climatisation. Parce qu'on se dit, au Québec, il va faire chaud juste, il va faire chaud l'été, mais ça va vraiment être inconfortable, quoi.
3 soirs par année, 3, 4 fois, 5, 6. Là, les années avancent, là. Puis le réchauffement climatique est vrai. En tout cas, ici, on le vit en réchauffement l'été. Et là, c'était. Donc, on travaille dans les Laurentides. Surtout, on travaille un peu partout au Québec, mais beaucoup dans les Laurentides. Ou dans les zones boisées, en fait, que ce soit n'importe où dans les zones boisées. On va se dire, ouais, mais j'en ai juste besoin 3, 4 jours. Et là, c'est rendu, 2, 3, 4 semaines. Et là, l'année passée, on a été chanceux au niveau de l'été. Ça a été confortable. L'été d'avant, là, ça a été excessivement humide et quand même chaud pendant un mois de temps. Tantôt, je parlais du bâtiment qui est épais comme ça. Mais une isolation, ce n'est pas un empêcheur de transfert de chaleur. Oui, c'est ça. C'est un ralentisseur, en fait, de transfert de chaleur. Qu'est-ce qu'il va faire? Votre bâtiment, il va juste accumuler, 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 accumuler. Faites ça pendant 3-4 semaines. À un moment donné, le bâtiment il est chaud lui-même. Oubliez ça. Vous avez absolument besoin d'un système de climatisation pour pomper littéralement la chaleur excessive que vous allez vivre dans votre bâtiment et l'amener à l'extérieur. Il y a une façon de faire, c'est par la thermopompe. C'est pas vrai. Une deuxième façon, c'est avec des manières plus analogiques comme les puits canadiens. Il en demeure pas moins qu'on utilise en fait la chaleur du sol comme une thermopompe, donc une pompe à chaleur. Donc retenez que vous voulez absolument un excellent système de climatisation, c'est super important. Mais pas surdimensionné non plus. Il faut vraiment bien l'adapter. En début de présentation, je parlais de système mécanique ultra bien adapté. Bien, ça, c'est une chose qui est super importante. Attention au risque de surchauffe. Je parlais un petit peu ici de l'exemple un peu plus extrême qu'on a vécu au mois d'août il y a 2 ans. Mais les surchauffes vont survenir généralement mars, avril, début mai et fin octobre, novembre. En fait, le lien logique avec ça, c'est les feuilles. C'est les feuilles qui tombent et la surchauffe va généralement provoquer par le rayonnement solaire, en fait, ce qu'on appelle le gain thermique solaire. Essentiellement, vous savez, en hiver, quand vous êtes la porte patio là, chauffe très, très bien votre bâtiment. Bien, en fait, un bâtiment performant va être réfléchi de manière à maximiser l'apport de gain solaire. Sauf qu'au Québec, encore une fois, selon notre position sur la Terre, on est pile à 45 degrés. Bien, quand on arrive vers le mois d'octobre, bien, le soleil va rentrer presque directement dans notre bâtiment puis il n'y aura plus de feuilles pour le cacher. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, l'orientation, les arbres, les débordements de toit. Bref, la meilleure climatisation, c'est celle que vous n'avez pas de besoin. Ça fait drôle, dit de la part d'un entrepreneur qui vend de la climatisation pour vivre, mais le bâtiment performant va toujours avoir besoin de climatisation de toute façon. Ceci dit, pour y aller de façon sensée, écologique, confortable et dynamique et saine, la meilleure climatisation, c'est celle que vous n'avez pas de besoin. Et il y a des manières assez simples de faire ça. Donc, je ne vous apprends rien qu'il va toujours faire chaud au Québec l'été. Dans les bâtiments d'un certain volume, ce qu'on voit passer ces temps-ci, la plupart des bâtiments performants qui vont être construits vont être dans les 1500 à 2000, 2500 pieds carrés. Et on a même des méga belles maisons à 4000, 4500 pieds carrés habitables. C'est gros, c'est beaucoup. Tu as beau faire un bâtiment ultra performant, plus ton volume est gros, plus tu as de l'énergie à traiter, plus tu as de l'air neuf à traiter. Alors, il faut penser à un système central, c'est ultra important, mais pas n'importe quel système central. Vous voulez absolument un système central variable et zoné. Le meilleur parallèle, la meilleure image que je peux vous faire, c'est votre véhicule. Vous avez un moteur qui a une puissance maximale. Entre 2 stops, vous n'allez pas peser sur le tapis, à moins que vous voulez vraiment avoir du fun. Là. Mais encore là, vous n'allez pas avoir 100% de votre puissance instantanément parce que vous n'avez pas besoin de toute votre puissance pour arriver de façon confortable et saine et sécuritaire entre 2 stops. Ce que vous allez faire, vous allez varier avec votre pédale en réalité, la quantité d'énergie que vous avez besoin pour de votre moteur. Eh bien, c'est la même chose en fait pour un système central. Vous voulez avoir un système qui va varier selon la quantité d'énergie qu'il y a besoin d'aller chercher, que ce soit en clim ou en chauffage. Et encore une fois, votre bâtiment a été bien orienté au niveau du soleil. Donc, il va y avoir des zones qui vont être plus chaudes et des zones qui vont être plus froides. Vous ne voulez pas envoyer de la climatisation partout en même temps. Donc, la façon d'y arriver, c'est avec un système zoné, c'est-à-dire plusieurs thermostats pour le même système central. Et le seul vrai bon système central qui va fonctionner avec ça, c'est un système variable. Toutes les marques vont proposer des systèmes variables et communicants. Retenez ça. La clé du succès ici, c'est communicant. Parce que ce type de système-là va avoir une architecture. Bon, c'est un gros thème pour dire que le thermostat va parler à la thermopompe, va parler au générateur d'air,
pour être certain d'avoir la bonne quantité d'énergie au bon moment. J'ai soif. Oh, parlant des humidification aurait été plus adéquat. Donc, la première des choses au niveau de l'humidification, c'est la déshumidification. La différence entre l'humidification et la déshumidification, l'humidification, on ajoute de l'humidité. La déshume, on enlève de l'humidité. Encore une fois, il n'y a pas 15 façons de faire ça. Il y en a une seule, c'est de passer l'air froid. En fait, c'est de convertir l'air chaud en air froid pour pouvoir enlever l'humidité qui est présente naturellement dans l'air. On y arrive de façon simple en passant l'air chaud et humide sur une surface métallique, soit un radiateur, une thermopompe qui est froide, pour pouvoir dégorger en fait l'air de son humidité. L'échangeur d'air, ce n'est pas vraiment un déshumidificateur. Souvent, dans les maisons plus faites en série, mettons, les entrepreneurs vont dire tu as besoin d'un échangeur d'air pour déshumidifier. Oui, c'est vrai, ça va faire un traitement de l'humidité, mais en réalité, ça ne déshumidifie pas. Ça prend de l'air extérieur, ça le met en dedans, ça prend l'air en dedans, ça le met dehors. Donc, si l'air extérieur est moins humide qu'à l'intérieur, oui, ça va faire acte de déshumidification. Mais si vous faites un gros power de pasta là, chez vous, là, oubliez ça, là, ça ne sera jamais assez pour pouvoir déshumidifier. C'est super important d'avoir un système mécanique qui va déshumidifier. L'échangeur d'air minotaire que je parlais tantôt et la genèse, en fait, la raison d'être de cet appareil-là à la base, c'est de gérer l'humidité à la source de ce qu'on rentre. Donc, c'est un super bon déshumidificateur. Mais votre système central, qui est bien dimensionné, va agir aussi comme déshumidificateur. Et vous pouvez aussi insérer un déshumidificateur dans votre système central parallèlement à la climatisation. Donc, la déshumidification est ultra importante. Comme je parlais tantôt, l'énergie, donc la sensation en fait de chaud ou de froid, est très reliée en fait avec le taux d'humidité de votre bâtiment. Donc, vous voulez le gérer convenablement. En été, on arrive avec une espèce de dilemme, des fois, quand on n'a pas de système mécanique de climatisation. On va se dire, là, j'ai un bâtiment qui est super étanche, il faut que je renouvelle mon air, il faut que je rentre de l'air de l'extérieur, que je mets en dedans, etc. OK, mais il fait, mettons, 32 plus humidex à l'extérieur, il fait 24 en dedans, parce que vous avez un bâtiment qui est très inertiel, comme je parlais tantôt. Vous arrivez au constat de, est-ce que je respire dans ma place ou est-ce que je l'humidifie? C'est un faux choix. Tu n'as pas le choix de respirer dans ton bâtiment. Alors, tu vas rentrer de l'air neuf aussi humide que c'est à l'extérieur. Donc, ça vous prend absolument un système de traitement de déshumidification dans votre bâtiment, que je rappelle, va être ultra étanche, si vous voulez avoir très performant. Alors, climatisation, système de thermodynamique ou un déshumidificateur central, pas un déshumidificateur sur pattes, sur roulette en fait, c'est rare, c'est sur pattes. Parce que ça va générer de la chaleur et ça va être très bruyant, c'est vraiment désagréable. Vous voulez centraliser ça dans votre système mécanique central. Ça va jusqu'à date? Parfait. L'humidification maintenant. Donc, c'est le fait d'ajouter de l'humidité, en fait, dans l'air de votre maison. Le déshumidificateur, l'échangeur d'air ne va pas ajouter de l'humidité. Vous allez ajouter de l'humidité par l'échangeur d'air si il fait plus humide à l'extérieur qu'à l'intérieur. Autrement, il n'y a pas 15 façons, encore une fois, il faut ajouter de l'humidité. Donc, il faut mettre de l'eau dans l'air. Il y a deux façons de faire. Une façon, c'est de... je ne vais pas aller trop dans la technique là-dessus, mais essentiellement, ce que vous voudriez avoir, c'est un humidificateur à vapeur qui est essentiellement une bouilloire automatique qui va partir, mettre de l'eau, en fait, dans l'air pour humidifier à souhait votre air. Ceci dit, une des choses qui est super importante pour le confort, c'est la gestion de l'humidité. Et c'est souvent un peu nébuleux, là, cette affaire-là. On va se dire, l'hiver, on veut déshumidifier parce que le sous-sol il est froid et humide. Oui, c'est vrai, mais c'est un bâtiment qui est bien conçu. Tu ne devrais pas vivre ça. C'est un bon traitement de l'air, un bon brassage d'air. Toutefois, il va toujours faire sec dans les zones comme le Québec ou le Canada. Parce qu'en hiver, l'air est froid à l'extérieur. S'il est froid, il est par définition sec quand on le chauffe. Retenez que pour un confort idéal dans votre maison, vous voulez avoir un humidificateur. L'humidité aussi dans l'air va agir en hiver comme un tampon, comme un buffer en fait sur le confort de votre air. On va tendre à moins chauffer le V si on se sent mieux puis l'humidité est bien gérée à l'intérieur de la maison. Retenez que le taux d'humidité idéal se situe entre 40 et 50 %. Le sweet spot, c'est 45 %.
difficile à obtenir toujours. C'est relatif à la température de l'air. Donc, ça va varier constamment. Oubliez ça, obtenir un point d'humidité relative parfaite, ça n'existe pas. N'importe où entre 40 et 50 % est très bien. 40 en hiver, 50 en été, vous allez être très confortable avec ça. On a parlé d'échange d'air, on a parlé de chauffage, on a parlé de climatisation, on parle de déshumidification, on parle d'humidification, des sujets très sexy. La qualité de l'air est quelque chose de super important aussi. Vous savez, les allergies, il y a une manière de traiter ça. Ça prend un système de filtration EPA. Vous voulez, idéalement, peut-être pas absolument, mais idéalement, avoir un filtre EPA à l'entrée de votre air neuf. La plupart des appareils à moteur constant que je parlais au début, ECM, vont vous offrir cette option-là. Généralement, les bons contracteurs vont l'inclure de facto parce que c'est un petit détail. C'est super important. Ceci dit, ça va gérer ce qui rentre en dedans. Mais si vous avez un bâtiment avec un certain volume, vous avez besoin d'une pompe à filtration des particules présentes dans l'air de plus adéquate. Donc, le système central permet d'ajouter en plus un système de filtration EPA pour bien enlever tout ce qui est pollen, particules, poils d'animaux. Bref, vous avez des allergies plus ou moins intenses, filtrez pas. C'est simple, c'est la solution. Dans tous les systèmes, en fait, comme on est ici, il va y avoir de la filtration, il va y avoir de la qualité de l'air, il va y avoir des systèmes pour s'assurer que l'air est vraiment sain et dégorgé de particules. L'autre chose qu'on va pouvoir ajouter aussi dans des systèmes centraux bien dimensionnés pour votre bâtiment performant, c'est des systèmes au charbon activé pour gérer en fait les odeurs et aussi les sauver. Fait que tous les composés organiques volatiles, naturellement, malheureusement présents dans notre vie moderne, avec les produits d'entretien ménager, la décomposition du plastique qui est partout autour de nous. Donc, vous voulez avoir ce genre de choses-là. Là, vous pouvez me dire, ouais, je vais ouvrir les fenêtres. Ouais, mais les fenêtres, même si c'est dans le bois, il y a beaucoup de spores, de champignons, parce que la nature, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour garder un air sain et neuf à l'intérieur de la maison, vous voulez avoir un système de gestion de la qualité de l'air. Retenez EPA et charbon activé. Oui, il est quelle heure? Il reste 10 minutes en fait. Parfait, j'achève. Merci pour le temps. C'est bien beau, on a parlé des systèmes mécaniques depuis tantôt, mais il faut savoir les intégrer convenablement à l'intérieur des bâtiments. Souvent, on va magasiner ces systèmes-là sans trop savoir c'est quoi. On va se renseigner en fait sur les systèmes. Mais maintenant, il faut les installer et les mettre en fonction. Donc, l'installation, la réflexion derrière, comment on va installer ça, c'est au moins aussi important, voire sinon plus important. Si vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture, elle n'avancera pas. Ben là, je ne suis pas à bonne place pour parler d'essence ici, hein, c'est tous des véhicules électriques. Si vous ne mettez pas d'électricité dans votre voiture, elle n'avancera pas. Ou vous n'avez pas de bons pneus, votre véhicule ne serait pas confortable. Donc, dans le cas des bâtiments, pour les systèmes mécaniques, c'est généralement les conduits de ventilation qui vont être, en fait, pas généralement, tout le temps, c'est l'air, en fait, qui va transmettre tous les bienfaits que vous avez traités avec votre système de traitement de l'air, d'échange d'air, de déshumidification, humidification, etc. Alors, c'est super important de laisser la place aux conduits de ventilation. Retenez qu'ils sont généralement plus gros qu'on aimerait, mais on est capable de les cacher à l'intérieur des bâtiments. Mais retenez que c'est super, méga important de laisser une place adéquate. Un entrepreneur comme nous va pouvoir vous donner les trucs. Je ne donnerai pas mes trucs ici, il faudrait nous appeler, mais on a des trucs pour rendre ça vraiment, vraiment subtil. Mais retenez que ça prend généralement plus d'espace, mais ça se cache. On est capable de faire des bâtiments ultra design malgré tout. La salle mécanique, ce qu'on remarque souvent, c'est que c'est tellement pas compris des systèmes mécaniques. On va se dire, on va mettre la salle en dessous de l'escalier, là, dans le portique en avant. Oubliez ça. Vous attirez des problèmes. Ça va être installé. Ça ne sera pas capable de fonctionner. On va avoir une salle mécanique qui est centralisée le plus possible dans le bâtiment. Idéalement de 10 pieds de large environ, voire un petit peu plus. Sinon, un coin de maison, ça fonctionne bien. Donc, c'est très, très, très important cet élément-là. Et c'est souvent négligé encore une fois. Et la stratégie de diffusion, je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler en ce moment, mais en bout de ligne, là, on a traité l'air, on a rentré ça dans des conduits de ventilation, on est allé diffuser ça partout dans la maison. Mais rendu au bout, il faut lancer l'air à bonne place. Voyez le diffuseur comme un slingshot à air. Vous voulez l'envoyer exactement à la bonne place, à la bonne vitesse. Il y a des histoires de niveau acoustique aussi. Donc, les professionnels du bâtiment performant au niveau de la mécanique du bâtiment vont savoir ces choses-là. Vous ne pourrez pas le savoir d'avance. Faites affaire avec un professionnel. Normalement, il devrait être en mesure de vous aider là-dessus. Donc, je résume. Vous voulez avoir un système variable central.
c'est l'idéal pour les maisons, les bâtiments performants qu'on voit aujourd'hui. Dans les multilogements, qui n'est pas nécessairement le sujet ici, le Minopare pourrait faire un excellent choix. C'est une question de charge, de climatisation, le choix du système, mais essentiellement, on veut quelque chose de variable, qui est adapté, qui est performant. On veut un plancher chauffant, idéalement pas, vous n'en avez pas nécessairement besoin, mais si vous y allez avec ça, il faut absolument avoir le premier stage variable, et ce n'est pas toujours le cas. Retenez Thermolec à date, d'après moi, il va y en avoir d'autres qui vont sortir ça à un moment donné. Échangeur d'air, c'est la base, c'est les poumons de votre maison. Vous vivez dans un sac de plastique, vous voulez échanger l'air. C'est super important d'avoir le meilleur échangeur d'air. C'est pas compliqué, là. Toutes les marques vont avoir des bons échangeurs d'air. Trier tout de suite le volet, c'est le top gamme que vous voulez avoir. C'est ceux-là qui vont avoir les moteurs à débit constant. Et ce n'est pas toutes les marques qui ont ce type-là, mais la plupart des bonnes marques vont l'avoir. Stratégie de diffusion intelligente et réfléchie. Faites affaire avec un professionnel. Parlez-lui de diffuseur. Parlez-y de comment placer la diffusion devant, en dessous ou au-dessus des fenêtres. Il y a des stratégies différentes. Laissez de la place aux conduits de ventilation. C'est très important. Il y a des façons d'intégrer ça dans le design, mais rappelez-vous que vous aurez à passer des conduits de ventilation. Et une salle mécanique, idéalement au centre, avec un bon dimensionnement. Ce n'est pas toujours faisable. Sinon, dans un coin de maison, ça peut faire un bon travail. Alors, pour nous rejoindre, boursierventilation.com. Comme je disais en début, il y a des gens qui se sont joints avec nous, avec mon collègue et ami Philippe. On a commencé un podcast qu'on va lancer cette semaine, ce jeudi, Au-delà des murs, donc addm.ca. Le but, c'est simplement de vulgariser toutes les bonnes pratiques en fait de bâtiments ultra-performants en français. Donc voilà, vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn, Facebook, iTunes, Spotify, YouTube, email, téléphone. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Duceppe. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai appris des choses, je ne connais rien là-dedans. Oui, mais... c'est ça. Allez-y si vous avez des questions. Vous expliquez ça très, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour M. Duceppe, des éclaircissements ou des collègues qui voudraient ajouter de l'information complémentaire? Pour ce qui est des planchers chauffants, vous avez parlé OK. Pour les planchers chauffants, vous avez parlé des premiers stages variables. Oui. Mais c'est quoi un premier stage variable? OK. Généralement, les compagnies de plancher radiant, nous, on ne fait pas de plancher radiant, mais absolument, les compagnies de plancher radiant, je recommence. Pour chauffer une maison par le plancher radiant, ça prend une bouilloire. Ça prend un système électrique pour chauffer le fluide, qui est généralement de l'eau avec un alcool à l'intérieur, le glycol qu'on appelle. Ben, ils vont dimensionner ça à 25 kW parce qu'ils veulent être certains que vous n'ayez pas froid. Puis ils veulent être certains que si vous n'avez pas pensé de mettre un isolant en dessous de la dalle, ben, vous ne serez pas inconfortable, ça va chauffer la terre en dessous. Mais comme je parlais au début, un bâtiment performant va avoir généralement un 12 pouces de styromousse en dessous pour vraiment couper le pont thermique. Le 25 kW ne va pas être livré d'un coup. Il va avoir des étapes. Généralement à raison de 5 kW, mais c'est une question de design. Des fois 3,5, des fois 5, 7,5. Bref, tu n'as pas un 25 kW d'un coup. Mais maintenant, il faut que tu le demandes. Tu as une base. Bon, ben, le minimum de ce qui est le plus répandu comme chaudière électrique, le plus bas, c'est 5 kW. On recule un bâtiment performant, je parlais au début. C'est assez simple d'obtenir 1,5 watts au pied carré. Fait que dans le pire des cas, tu vas avoir un bâtiment, mettons, généralement 2000, 2500 pieds carrés. C'est quoi ça? C'est à peu près 3500, 4000 kW. Au plus froid de l'hiver, quand il fait noir en pleine nuit. Fait que toi, quand tu arrives au mois de novembre, tu vas juste chauffer un petit peu. Tu mets le max de ta puissance. Oublie ça, ça va faire des swings de température vraiment confortables. Donc, après mes recherches, ça fait quand même 2-3 ans, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sortis. La seule compagnie qui a le premier stage, qui va avoir une espèce de dimmer, si tu veux, sur le premier stage, qui va varier entre 0 et 5 kW, entre 0 et 5 kW, c'est le Thermolec. Ce n'est pas la marque qui est importante, c'est vraiment, c'est quoi le premier stage. Et tous les vendeurs, en fait, de planchers radiants vont être en mesure de vous l'indiquer. Ça va être 3, 5, 7. Ou si c'est un Thermolec, sachez que le premier est variable. Un autre mot-clé, une terminologie clé, c'est SCR. OK, retenez ça. Essentiellement, c'est un dimmer automatique. Au bout de ligne. Ça répond bien à la question? Parfait, excellent. On a tout le temps pour une autre question? Oui, on a le temps pour une autre question. Allons-y. Mais ça va être là. Il reste 3-4 minutes avant. Très, très bien vulgarisé. Merci. C'est un commentaire que j'avais à faire. Je n'ai pas de questions parce qu'on est de la même industrie, mais monsieur a très, très bien vulgarisé pour justement la clientèle qui était ici aujourd'hui. Fait que bravo. Merci, très content. Merci encore. Vous avez encore une chance. S'il y a une question,
Oui, j'ai vu des Questions? notes se prendre par là. Ça va me faire plaisir si vous avez des questions. Je n'ai pas tout passé. Sinon, évidemment, vous Non, avez j'imagine. retenu le boursierventilation.com ou ADDM. Vous pouvez me rejoindre, ça va me faire plaisir. On fait ça quotidiennement, des bâtiments performants. Ça paraît. Merci encore infiniment. Merci beaucoup.